Chaque personne a une zone de génie. Donc c'est peut-être ça ton conseil? Demander de l'aide, c'est pas Ouais. être faible? Je suis restée anonyme pendant 5 mois parce que j'avais peur de la retomber raciste. Mais t'as dit que tu vas vivre jusqu'à 100 ans. Ah, T'inquiète pas, ça va partir en coup de roue. On va pas capter. Chère Camille, bienvenue dans Prends ta place. Merci Antoine. Mais c'est moi qui suis trop content de te recevoir. Tu es la fondatrice du compte Je m'en bats le clito qui comptabilise près de 700 000 followers. Tu brises les tabous liés à la sexualité féminine dans notre société. Masturbation, règles, relations amoureuses, tout y passe. Tu parles d'ailleurs d'une réponse à un besoin collectif, c'est ça qui m'a plu. Tantôt lanceuse d'alerte, chef cuistot, autrice, plusieurs livres que j'ai sous le coude. Tu es clairement la voix de celles et ceux qu'on n'entend pas suffisamment, pas souvent. Par exemple, les ados sur leur sexualité, la voix des femmes dans l'espace public et bien d'autres, je vais pas spoiler. Bref, je te cite. Mes propos puent le réalisme, le réel, le vécu. Ils évoquent des échanges que je peux avoir sur mon téléphone avec mes amis, sur leur canapé, dans leur cuisine. On te trouve aussi sur beaucoup de comptes Instagram, de livres, d'interventions. Cher Cam, c'est un plaisir de t'avoir dans Prends ta place et de découvrir qui est Madame Aumont-Carnel. Parce que pour toutes celles et ceux qui te connaissent, c'est OK. Mais ceux qui ne te connaissent pas encore ont peut-être des choses à apprendre de ton parcours, tes engagements, tes rêves et tes conseils. C'est parti? C'est parti, on adore cet endroit. Avant que tu démarres, ma chère, il va Oui. falloir que tu choisisses un pion. Et j'avais pas dit qu'elle prendrait le violet. Ça part J'adore. tout au bout. Là, Ouais, et avant ça, ma chère Camille, je vais te donner les règles du jeu. Tu bouges pas. 36 cases, 6 thématiques, mais aussi une case joker. Mais comment ça marche? Tu me suis? Prends soin de nous. Avec cette carte, le joueur ou la joueuse revient sur des conseils, des astuces ou moments agréables, une case soutenue par la banque postale. Prends un coup de boost, on revient sur des victoires, des réussites, où l'invité accélère, car on l'a aidé dans son parcours. Prends-en de la graine. L'invité aborde les expériences qui l'ont fait grandir et avancer en explorant les moments marquants de sa vie. Prends un stop, un obstacle, un moment de doute. On revient sur ce qui a bloqué ou freiné son parcours. Prends pas la mouche, un coup de gueule. Des sujets qui grattent ou agacent. C'est la case pour exprimer ses frustrations, ses combats. Te prends pas la tête? Celle-ci, c'est la carte chance, où on partage un moment plus léger et détendu. Prends la main, l'invité prend le contrôle du jeu. C'est lui qui choisit sa carte. Pour terminer la partie, mon invité devra atteindre la case Prends ta place. Bref, ici, personne ne perd, soit tu gagnes, soit tu apprends. Est-ce que les règles paraissent claires? mais on peut pas faire plus clair. En plus, toi qui les déjoues souvent, je vais te laisser tirer le dé. C'est parti, ma chère Camille. Ah! Direct à m'attaque. Oh, 2! 2. J'allais dire cassé, et non, ça commence par un coup de boost. Ouh. Tape de Camille. Alors, on va parler de plein de réalisations, tes livres, etc. Et on aurait pu commencer par Je m'en bats le clito, mais moi, je viens sur la nouvelle DA. Tape de Camille. C'est ton nouveau concept. Tu m'expliques comment est née l'idée et l'ambition derrière. La table de Camille, c'est un format de dîner narratif où l'idée, c'est de retrouver, de réunir autour d'une table des personnes qui se connaissent pas forcément, certaines qui se connaissent, mais jamais à travers du prisme de la thématique qu'on est en train d'aborder lors de ce dîner. L'idée, c'est de revenir à ma première passion. Moi, je suis chef-feu de formation. Passionnée de cuisine depuis que j'ai 5 ans. Je rêve d'être chef-feu depuis que j'en ai 8. Et la première fois que j'ai dit que je voulais être la première chef-feu noire française étoilée au guide Michelin, j'avais 12 ans. Et finalement, j'ai fait des études de cuisine pendant Une 4 ans. belle école. Très belle école qui s'appelle Ferrandier. J'ai été formée, j'ai travaillé auprès des plus grands chefs triplement étoilés français. Et je suis tombée directement après dans mon combat féministe et militant, mais je sais qu'on va en parler. Et là, je reviens à ce que j'aime faire, c'est-à-dire réunir des gens autour de la nourriture, réunir des gens autour d'une expérience. Et c'est un peu aussi le seul truc que j'ai réussi à trouver pour mettre des gens pas d'accord. Au moins pendant 2 heures, on est d'accord sur le fait que c'est très bon ce qu'on est en train de manger. Et puis, en vrai, comme tu leur donnes beaucoup de gras à manger, parce que j'ai participé, je suis Je me suis ressorti. dit quand est-ce qu'il va la sortir. C'est ça, je suis sorti plus épais. Regarde, mes vestes Non, du petit Dakarois ne ferment plus. Non, mais moi, c'est vrai que la cuisine, il y a une dimension. C'est pas que j'aime pas les légumes, ça n'a rien à voir avec ça, mais j'ai l'impression que ma générosité et ma dimension un peu intense, ça se retranscrit aussi dans la cuisine et du coup, dans les plats que je peux cuisiner, que je peux proposer. Et donc, ouais, c'est vrai que le jour où t'es venu, toi, il y avait des pâtes qui étaient un peu grasses. Non, mais tu l'avais assumé dans la vidéo, Ça donc il n'y a va, pas de problème. ça va. Ça va. Du gras. Non, mais Ça c'est va. c'est ta générosité à toi. Oui. Mais on va y revenir. Vas-y, je te laisse poursuivre parce que j'ai envie d'apprendre la suite. 6. Merci. La fonceuse. Là, on parle. 3, 4, 5, 6. Prends soin de nous par la banque postale. Badass. Tu as une confiance en toi et tu connais ta valeur. C'est quoi le remède pour ne pas douter pour celles et ceux qui t'écoutent? Je sais pas, on a l'impression qu'il y a un petit miracle Camille Moncarnel. Elle doute jamais, la fille. Il y a plein de choses que je foire. Par contre, je passe mes journées à demander de l'aide. Et ça, c'est vraiment un truc qui, je pense, ça fait que j'ai gagné en compétences à plein d'endroits, que j'ai pu avancer vite et que j'ai jamais eu l'impression de m'essouffler. À partir du moment où tu reconnais que toi-même, il y a des sujets, il y a des industries, il y a des skills dans lesquels tu es très très bon ou très très bonne. Et moi, j'aime parler de zone de génie. Ça, c'est ton expression. Ouais, d'ailleurs. vraiment, je parle de zone de génie et chaque personne a une zone de génie. Après que ta zone de génie soit pas forcément mise à l'honneur dans ton travail, c'est autre chose. Mais
chaque personne a une zone de génie. Et moi, mon enjeu, plus j'avance dans ma carrière, moins c'est de monter en compétence sur les skills que je connais pas et que je n'arrive pas à faire. Mon sujet, c'est plutôt de dire, je vais aller chercher une personne qui a une zone de génie complémentaire à la mienne. Que ça soit des personnes de mon équipe, que ça soit des personnes avec qui je vais m'entourer pour un projet, que ça soit des personnes avec qui je vais juste boire un café. J'ai jamais eu peur et j'ai jamais eu l'impression que ça me rendait faible que de demander de l'aide. J'ai jamais eu l'impression qu'on allait douter de ma capacité, de mes compétences si j'allais demander de l'aide, bien au contraire. Donc c'est peut-être ça ton conseil? Demander de l'aide, c'est Ah pas ouais. être faible? À demander de l'aide, c'est absolument pas être faible et demander de l'aide, c'est surtout être très conscient de ce qu'on sait faire, d'aller chercher des personnes qui sont aussi très, très bonnes dans ce qu'elles font. Mmh. J'aime bien un peu aussi, moi, cette idée de on va prendre que des personnes qui sont très, très bonnes, que des personnes qui sont brillantes et en fait, on va bosser ensemble. Tu gagné le droit de continuer. Un petit 1, mais elle Oh! continue sur un coup de boost et ça s'appelle Petite fille. Elle rêve de quoi la petite Camille, à 10 ans? À 10 ans, elle rêve de faire partie des meilleurs chefs de sa génération. Elle rêve d'avoir 15 restaurants dans le monde entier. Elle rêve de voyager. Elle rêve d'être heureuse. Elle rêve d'avoir du pouvoir. Elle rêve d'inspirer. Elle rêve de créer. Et elle rêve d'être libre. Qu'est-ce qui a été accompli jusqu'à là alors? Sur les fondements, Mmh. tout. C'est juste la forme qui a changé. C'est-à-dire que c'est pas dans la cuisine, c'est dans un autre domaine. C'est-à-dire que j'ai pas ouvert 15 restaurants, mais je pense que si je continue comme ça, dans moins de 10 ans, j'ai écrit 15 bouquins, qu'il y a une communauté avec 700 000 personnes, ce qui est énorme, et que je reçois des messages quotidiennement. Donc en fait, je pense que par ouvrir des restaurants, c'est comment est-ce que je pouvais créer des plateformes, des espaces, des prétextes pour communier, on fasse partie d'un ensemble, d'un tout, d'une expérience commune, le temps d'un instant. Elle rêve de quoi aujourd'hui? Elle rêve d'être ministre de l'égalité. Oh! Mais ça, c'est il y a longtemps déjà, non? Ouais, mais il y a un côté où, tu sais, plus t'avances, plus t'as l'impression que franchement, c'est jouable. Mais est-ce qu'il te mérite? Ça, je ne sais pas. Il faut le Est-ce bon que gouvernement. je vais trahir pour la ouais, bah, alors là, Il ça y est. faut un Non, mais il faut gouvernement un déjà. gouvernement, un truc un peu genre pas bancal, Oui, tu ça, vois? il faut que ce soit plus qu'un Ouais. de l'intérim, en fait. Voilà, il faut un premier ministre qui reste plus de 3 mois. Il faut, Ouais, tu c'est vois, ça. un truc un Ouais. peu corda, quoi. Mais non, elle rêve d'être ministre de l'égalité, elle rêve de faire de la politique, elle rêve, de continuer à donner de la force à la jeunesse. Ton programme, il est là, sous le coude? C'est ça le programme de Camille Moncarnet? Mon programme politique, Ouais. je pense que c'est des bonnes bases, hein. Sur la sexualité des ados, sur les mots qui font le Ouais. quotidien des Sur gens, l'éducation, sur la famille. sur le racisme. Je pense que c'est des thématiques qui sont, intrinsèques à mon combat, mais qui sont aussi, qui je suis. Tous les livres que j'écris, c'est les livres que j'aurais voulu lire et ça, c'est vraiment ma ligne qui ne change pas depuis que j'ai commencé à écrire des bouquins. La question, c'est toujours moi, à tel âge ou dans telle situation, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme livre? Pour un peu avoir l'impression de me repérer, pour me dire: «OK, il y a d'autres personnes avant moi qui ont vécu des choses similaires. Voici comment est-ce qu'elles se sont organisées» et j'aime le côté aussi, en tant que militante, leaduse d'opinion, qui nous obsède toutes autant qu'on est, c'est l'après-nous. Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il en reste? C'est quoi notre héritage? Le jour où je suis plus là pour venir créer du contenu sur mes comptes Instagram, il reste quoi de cette révolution sexuelle post-MeToo? Il reste quoi de ce mouvement de révolution et de libération de la parole? Elle vient d'où cette maturité? Moi, j'ai toujours été mature pour mon âge. Je prenais un petit déj avec ma tante il y a 15 jours qui me disait: «Mais ça fait quoi d'avoir 28 ans?» et je lui disais que j'ai l'impression que ça fait 7 ans que j'ai 28 ans et que là, j'arrive juste enfin à l'âge sur le papier que j'ai Mmh. l'impression d'avoir, tu vois? J'ai toujours été autonome, j'ai toujours été, très persévérante. Et le J'ai pourquoi, toujours c'est ça que su. j'arrive pas à capter. Il y a une partie de mon éducation, très clairement. Moi, j'ai grandi avec une, mère, inspectrice d'éducation nationale. Donc j'ai eu une figure de pouvoir au sein de la maison, qui était en voyage d'affaires toutes les, 4 minutes et un papa, libanais au foyer, qui était passionné de cuisine et qui restait à la maison. Donc j'ai vraiment eu cette figure d'une femme qui se bat pour mener à bien ses projets, pour les voir exister, qui était essentiellement entourée d'hommes autour d'elle. Donc j'ai eu cette figure-là depuis que je suis toute petite et donc pour moi, c'est pas que c'est la norme, mais ça fait partie des possibilités très, très possibles, tu Donc vois? pas d'interdit déjà. Pas d'interdit, pas d'injonction. Le fait d'avoir un homme qui gagne moins que sa femme, ça a toujours été un non-sujet. Le fait d'avoir un homme qui s'occupe de la maison, ça a été un non-sujet aussi pour moi. Donc, si tu veux, j'ai grandi dans une famille où la sécurité financière, elle était toujours assurée par une femme et la sécurité émotionnelle par un homme. Dans ma tête, ça a quand même construit Mmh. Du moins, ça a déconstruit certaines injonctions et certains stéréotypes. Après, mon parcours de vie, si tu veux, j'ai jamais vécu plus de 4 ans dans le même pays. Mon histoire initiale, c'est que j'étais adoptée. J'ai été abandonnée sur un lit d'hôpital quand j'avais quelques jours. Donc, il y a une dimension, bien évidemment, traumatique à mon histoire, mais surtout, en fait, c'est l'histoire d'une fille qui a voulu vivre, quoi. Et j'ai l'impression que ça, je l'ai depuis que je suis née. Et ma mère, si tu posais la question à ma mère, elle te dirait, la première fois que je t'ai vue, dans ton regard, il y avait écrit «J'ai envie de vivre». Et j'ai l'impression que ça m'a pas quittée. Et moi, dans mon éducation, c'était pas que la liberté, c'était aussi la liberté du choix. Et ça, c'est quelque chose de fondamental aussi dans qui je suis. Merci maman. Ah, franchement, merci maman, merci papa, merci toute la communauté éducative autour. Et puis après, d'avoir un père qui prend sa retraite quand moi j'ai 7 ans et demi, et qui littéralement, sa préoccupation centrale, c'est l'éducation de cet enfant et comment lui apprendre tous les codes et comment faire en sorte que cet enfant soit le plus libre et soit le plus épanoui et sache
le mieux naviguer. Ça fait aussi partie des clés de qui je suis en train de devenir. Et merci, papa. Et merci. Allez, je te laisse poursuivre. 6. La fonceuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Prends soin de nous en partenariat avec la Banque Postale. Moi, mon combat, c'est que j'ai commencé ma vie en n'ayant pas de place. Et aujourd'hui, je porte en moi une lutte vitale pour créer des espaces, créer des comptes Insta, créer des livres où tout le monde se sent à sa place. Comment est née cette place d'aider les autres à prendre sa place? Il y a un mec qui s'appelle Anthony Babkin qui a lancé un podcast qui s'appelle Prends ta place. Je me suis dit, vas-y, Crary, cale le truc à ce moment-là. Et comme ça va donner une belle séquence et on va dire, oh, ils sont liés comme. Exactement. En fait, tu as sorti cette punchline pour moi. Incroyable. C'était dans le cadre du Solidays que tu as sorti cette punchline. Et je l'ai prise parce que c'était à la fin de ton talk. Et j'ai trouvé que ça redonnait un peu ta raison d'être. Alors, pas ma raison d'être, ma raison de faire. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je veux créer des espaces où les gens se sentent à leur place? Je sais ce que ça apporte que de se sentir à sa place. Et pour se sentir à sa place, il faut d'abord comprendre qu'on peut s'autoriser à prendre sa place et prendre de la place. Tout le monde ne désire pas pour autant prendre de la place. Certaines personnes prennent leur place en prenant de la place. Mais tu vois, on peut tourner le truc dans absolument tous les sens et c'est ça que j'adore avec cette expression. Donc c'est pour ça que je suis complètement en phase avec ce que tu fais et que j'adore et que j'admire beaucoup ce que tu fais. Donner de la force et créer à un moment donné des endroits où tu te dis cet endroit a été pensé pour moi, cet endroit a été pensé du moins pour qu'on puisse m'y comprendre, pour que je puisse délivrer certains messages, pour que je puisse à un moment donné exprimer des parts, des interactions, des interrogations que je ne peux pas forcément amener ni à la maison, ni à l'école. Je pense qu'il y a une dimension un peu de bouffée d'air, tu vois. Et je sais que initialement, ce compte Instagram, c'était vraiment un compte que j'ai créé en réaction à une Je m'en bats le conversation. clito. Absolument, je m'en bats le clito, que j'ai créé en réaction à une conversation de 3 mecs qui parlent de sexualité. Mais au-delà de ça, il y avait aussi cette volonté très vite de créer une plateforme et de créer un espace où toutes les femmes se disent « Ouais, en fait, elle est en train de raconter ma life. Cette meuf, c'est un truc de ouf. Que tu Mon sois quotidien. noire, que tu sois pas noire, que tu sois arabe, que tu sois musulmane, que tu sois juive, que tu aies 80 ans ou que tu aies 12 ans, il y a forcément un moment donné où tu te dis, elle parle de WAM. À ce niveau-là, arriver à cranter ce OK, on est à notre place parce qu'elle parle d'une certaine façon de mon intimité aussi, c'est pour moi la démonstration de, c'est pas forcément parler à tout le monde, mais c'est parler à chacune des personnes. Je Et sais pas c'est si c'est très clair, mais. Si, c'est entièrement ce que tu crées, Ouais. c'est-à-dire des espaces où chacun se sent un peu chez lui, alors que c'est une communauté. On reviendra dessus aussi, le moment où tu as révélé qui tu étais derrière ce compte, mais je te laisse continuer pour qu'on parle aussi de cette séquence. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Te prends pas la tête. Et c'est l'interview Cam Méléon. Montargis ou Niamey? Montargis. Montargis? Mais oui. Pourquoi? Plus de souvenirs. Montargis, j'arrive, j'ai 5 ans. Niamey, de mes 0 à mes 5 ans. Je sais même pas si j'ai des souvenirs ou si j'ai des souvenirs que je me suis créés par rapport à ce qu'on m'a raconté et des photos. Montargis, j'ai des vrais souvenirs. C'est le seul moment où j'ai pas vécu dans une capitale. Quand t'as de 4 ans à 8 ans, ça va, tu le vis bien, tu vois. Mais j'avais une grande piscine avec un grand jardin et je faisais jouer à la dinette. Et puis, tu vois, je me souviens de tout ça. C'est aussi les premières expériences et les premiers moments où j'ai commencé à cuisiner. Donc, plein de souvenirs. Allez, Montargis. Michelle Obama ou Oprah Winfrey? Michel Obama. Ah ouais? Ah ouais. Ah, mais je me suis trompé sur toute la ligne. C'est vrai? Pourquoi Michel? Le phrasé, l'intelligence, la dimension où elle arrive à se mettre en retrait, la confiance en soi qu'il faut pour accepter d'être la femme de l'ombre. Qui est devenue la femme de la lumière par ailleurs. Absolument, mais quand même, pendant 8 ans, la transparence qu'elle a vis-à-vis de tout un tas de choix qu'elle a fait, de ses cheveux, à l'éducation de ses filles, aux fausses couches. Michelle Obama, fois 1000. Allez, Michel, c'est parti. Insta ou TikTok? Insta, Maîtresse de cérémonie ou meneuse de revue? maîtresse de cérémonie. Cuisine ou diplomatie? Diplomatie le jour, cuisine la nuit. Le gras ou le sucre? Le gras. La table de Camille ou la table à papa? La table de Camille n'existerait pas s'il n'y avait pas eu la table de papa avant. C'est ça, tu m'en parles Ouais. de ton père? Ouais, bien sûr. Alors, moi, j'ai perdu mon père il y a 11 ans maintenant, d'un cancer du poumon fulgurant. Je l'ai vu partir en 2 mois. Très compliqué parce que moi, j'ai quand même été grandement élevée par mon père. Donc, c'est une période où je me retrouve H24 avec lui et d'un seul coup, plus personne et ma mère qui continue exactement à bosser avec le même rythme. Un homme d'une patience absolument colossale, une grande capacité d'écoute, grosse tête. Tant en maths qu'en littérature, qu'en philo, qu'en sociaux. Je me souviens d'une anecdote où j'étais malade. Je me souviens, on était à Montargis, je devais avoir 7 ans, même pas, et on était chez le médecin. C'est un peu la période où pourquoi tu passes ces journées Bien sûr. Et en fait, moi, je me rendais pas compte, mais mon père avait réponse à tout. Et je me souviens qu'on était dans la salle d'attente, et il y a une dame qui est complètement choquée face à nous et qui dit « Waouh, t'as de la chance d'avoir un papa qui répond à toutes tes questions. » Pour te dire, je viens d'avoir 28 ans et ça m'a marqué à ce moment-là. J'ai eu cette chance d'avoir un homme pas toxique, où il n'y avait pas d'enjeu de pouvoir, il n'y avait pas d'enjeu de domination vis-à-vis de moi, qui avait plus rien à se prouver parce qu'en fait, il avait vécu. Et donc, j'ai eu la chance de, moi, faire mes armes aussi dans la vie avec une personne qui ne jugeait pas, qui ne s'est jamais positionnée en tant que patriarche, en tant que sachant. Il n'y avait pas du tout ça.
Franchement, si tu l'avais connu, un humour, mais en fait, tu pleures du rire à longueur de journée. Et donc, j'ai passé 15 ans incroyables avec cet homme. Mais si tu veux, il y a plein de trucs dans ce que je fais aujourd'hui, tu vois, dans les projets que j'ai, où j'ai l'impression de le retrouver à plein de Mmh. moments. Cette notion d'héritage, pour moi, elle est hyper importante. En fait, c'est vrai qu'il reste des trucs de l'éducation que tu as reçue. Alors, je dis pas que forcément qu'à partir du moment où tu es un enfant ou une enfant qui a été adoptée, ton éducation est super. Je dis pas ça, je dis juste que moi, dans mon cas, c'était vraiment un enfant tellement voulu qu'il y a un truc aussi où le service après-vente, il est soigné, quoi. Je Oui, sais pas comment la t'expliquer. transmission, Tu elle vois? est au Non, mais il y fait. a un truc de l'ordre de, ouais, on a vraiment envie de transmettre à cet enfant, on Mmh. a vraiment envie de lui faire comprendre des trucs, on a vraiment envie de nous d'apprendre aussi des trucs. J'ai quand même l'impression d'avoir été élevée sur un pied d'égalité avec mes parents, sans jamais franchir cette limite où c'était jamais mes potes. Mes parents n'étaient pas mes potes, tu vois? Mais, grande confiance et puis, je te dis, moi, j'ai grandi avec des parents qui m'ont toujours dit: «Ne t'excuse jamais d'exister». Moi, je me revois, faire des trajets à l'école avec mon père qui me dit: «Si jamais il faut que tu répondes à un prof, tu réponds à un prof. Si jamais il faut qu'en fait tu te défendes, tu te défendes et on sera toujours de ton côté». Merci papa. Bah ouais, l'amour, On voit que le tu as love. tellement d'amour là, Ah j'étais ouais. saisi. Ma chère Camille, je te laisse poursuivre avec toujours autant d'amour. Oh! 6. Mais on va finir en 2-2. Bah écoute, hein, c'est les lois du dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prends pas la mouche. La plus grande peur de Madame Camille au Mont-Carnet. Me laisser embarquer à un moment donné, peut-être dans une centrifugeuse où je m'y retrouve pas. Ça, c'est une de mes grandes peurs. J'ai peur aussi de plus avoir de temps pour mes proches, de me dire à un moment donné: «OK, mais dans cette avancée, quand tu vois la big picture, ça va jusqu'à où et jusqu'à où?» Tu vois? Tu te dis: Hmm. OK». J'ai peur de peut-être pas prendre le temps ou pas, avoir le temps de fonder une famille, tu vois? À force à rêver de pouvoir, à rêver de grandes choses, à rêver d'aider les autres, à rêver d'aider les autres à se construire, quid de se construire aussi soi. J'ai peur des serpents. Et moi, j'ai noté une autre peur, c'est Ouais. qu'on a l'impression que tu as peur du temps qui passe trop vite avec tous tes projets pleins en tête. Bah, moi, j'ai un vrai sujet avec le temps, hein. Mais tu as dit que tu vas vivre jusqu'à 100 ans. Je suis à 28, mais j'ai déjà l'impression d'avoir fait tellement de choses que ah oui, c'est ça aussi, donc il y a une dimension vertigineuse à l'avenir et c'est ça et mon rapport au temps, c'est celui-ci, c'est là, j'ai 28 ans, il s'est passé ça. Tu imagines fois 4? Oui, ça fera, bah, si je compte bien, 16 bouquins. Non, mais c'est un truc de tu imagines un Pas peu? pas mal. Et puis attends, plus il y a de l'argent qui va rentrer, plus tu vas les faire écrire. Tu auras une bonne idée. Jamais. Jamais. Moi, jamais. Jamais. Et tu vas Jamais. voir dans 2 ans, j'ai trouvé un script formidable. Une plume, ma parole, une plume! Je me suis allongé, il a écrit ma vie. C'était mais Autour d'un thé, j'ai un Dodi Babkin, c'était fou. tu peux lancer le dé. 1, 2, 3. Prends soin de nous, En partenariat avec la Banque Postale. Yay. Je t'en de voix, c'est le nom de la carte. Tu es passé Mmh. d'une carrière dans la gastronomie, tu nous en as parlé, à un engagement total pour la déconstruction des tabous. Comment tu as su avec le compte Je m'emballe clito que c'était le chemin que tu devais suivre? Je l'ai senti dans mes tripes. Il y a rien de rationnel. C'était un feeling où je me disais, go. J'ai eu l'impression de ne pas réfléchir, hein, quand je l'ai créé ce compte. Parce que tu as créé ce compte Mmh. et du jour au lendemain, Ça a explosé. pour nous donner quelques Bah, au bout de indicateurs 3 comme ça? jours. Au bout de 3 Au jours, bout tu de avais 3 j'avais 0, j'ai lancé ouais, la page, je crois que j'ai envoyé à 4 copines en mode: «Hey les meufs, regardez ce que j'ai créé, go c'est marrant. follow. Go follow», mais gros, go follow, genre: «Venez, on va se marier entre nous» et 3 jours après, je crois que j'avais 1 500 abonnés et Déjà. j'ai pris 1 500 abonnés par jour pendant je ne sais combien d'années. C'est ce qu'on appelle un buzz au sens, marketing du terme, c'est-à-dire le bon ton au bon moment, avec le bon format, sur la bonne plateforme et ça prend parce qu'en fait, ça répond à un besoin, parce qu'en fait, à un moment donné, on a besoin aussi de se reconnaître dans son intimité et que intimité ne rime pas forcément avec secret et que intimité ne rime pas forcément avec être taiseuse et qu'on peut aller au-delà de, nos, soirées entre copines à manger des chips où on parle de sexualité ou, nos groupes WhatsApp, tu vois? Ça va lancer ce livre, Ado Oui, Sexo, qui absolument. va être un tabac. C'est un peu, la suite logique après, le compte Je m'emballe clito et le carton que ça a eu? Alors si tu veux, ado sexo, ça vient répondre à un besoin très particulier. Ça vient répondre à, tous ces arguments que j'entends autour de l'éducation sexuelle pour les ados à l'école où on dit: «Oui, mais en même temps, nous manquons de support». Il y a pas aujourd'hui un livre qui parle aux ados et qui est en même temps hyper safe par des professionnels de bon, voilà. Et je me suis dit: «En fait, je vais le créer, comme ça on va pouvoir peut-être avancer dans le débat et ça sera plus ça la question». Ado sexo, c'est d'abord un premier constat, c'est celui que tous les ados de ma communauté me posent quotidiennement à peu près les mêmes questions. Et au lieu de faire des copier-coller ou de répondre à chaque personne, je me suis dit: «Comment est-ce que je pouvais créer un objet qui puisse centraliser toutes les questions pour qu'en fait les ados puissent tout simplement y aller?» Et puis au fur et à mesure des conversations, je me rends surtout compte que tous les ados se posent à peu près les mêmes questions, mais qu'ils soient en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et qu'ils n'osent les poser à personne. Lesquels? Franchement, il fait 400 pages, donc Ouais. ça va de questions qui parlent de règles
En passant par les poils, en passant par le consentement, en passant par le porno, en passant par la drogue, en passant par les orientations sexuelles, en passant par les orientations romantiques, en passant par comment faire son coming out, en passant par est-ce que c'est normal si, et là, il y a genre 1000 questions, parce que je pense que l'adolescence, globalement, c'est l'âge où tu te demandes si t'es normal et où tu as besoin d'appartenir et de te situer dans une forme de norme. Et donc, je me suis dit, bah, je vais écrire un guide d'éducation sexuelle pour ados avec les ados de ma communauté. Et donc, j'ai lancé un questionnaire. Il y a 23 000 ados de ma communauté qui ont répondu. J'en ai choisi 1200. J'ai interrogé pendant 2 ans au téléphone. Et ensuite, avec un corpus de professionnels, de 6 professionnels de la santé sexuelle, on est venu corriger, composer, apporter des commentaires à ce livre, Des petits dessins, des des petits réponses dessins. simples. Et mon enjeu, c'était vraiment genre, c'est quoi la DA des ados? Qu'est-ce qui fait que ça va pas être un objet de honte? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont avoir envie naturellement de prendre des photos, d'envoyer à leurs potes? Limite, tu te la pètes au collège avec le bouquin en mode, ah, tu l'as pas? Chaud. Tu devrais, parce que tu vas apprendre des choses. Voilà, exactement. Et dans la foulée, il va y avoir les mots du cul. C'est Mhm. pas un peu ton objet fétiche, hein? Ah, Parce si. que le Robert qui se met à faire le dictionnaire du cul, c'est quand même audacieux, non? Si on m'avait dit un jour. Moi, tu sais, je suis une grande, grande fan de dictionnaire depuis toute petite. J'ai toujours eu l'impression que ça venait agrandir mon cerveau, que ça venait créer des espèces de cellules et de connexions nerveuses que j'avais pas forcément déjà. Et apprendre des nouveaux mots, c'est aussi apprendre et me donner plus de prétextes pour être précise dans ce que je raconte. Et donc, les mots, c'était ah ouais, ok, donc il y a ce mot que je connais pas, il y a ce mot que je connais pas. Et en plus de ça, si genre, je les mets ensemble, ça crée encore un autre concept, Mais ma passion. Camille, t'échappes pas. Le Robert, est-ce qu'on les attendait déjà sur ce Mais segment? on les attendait pas du tout sur ce segment. Et tu m'as dit que c'était un peu une des collabs dont tu étais fière parce Ouais. que tu es remué un peu, il paraît. Ouais, bah franchement, je crois qu'ils tu sais qu'ils en parlent encore dans les couloirs. C'est vrai? C'est vraiment genre Camille Moncarnel est passé par le siège du Robert. Trauma! Wow! Alors ça secoue un petit peu. Moi, j'adore les institutions. J'ai l'impression d'en avoir un peu toujours été entre, tu sais, les ambassades, les Mmh. machins, les trucs, la diplomatie, je connais par cœur. Mais surtout, j'ai l'impression qu'à un certain moment, avec nos sujets qui sont si sensibles, si vulnérables, qui peuvent du jour au lendemain ne plus exister, les institutions forment une espèce de protection quand même. Tu Mmh. vois, à titre d'exemple, mon tout premier bouquin que je n'ai même pas pu t'apporter, je l'avais écrit dans une maison d'édition indé, et cetera. Qu'en fait, la maison d'édition a fait faillite. Donc ça veut D'accord. dire que ton livre derrière n'est pas réimprimé et du coup, qu'il n'existe plus. Donc le temps passe, les institutions restent. Exactement. Et le Robert, pour moi, c'est un peu la haute instance des personnes qui pensent la langue, qui font parfois un pas de côté. Quand tu retraces toute l'histoire de l'existence de cette maison d'édition, tu te dis, OK, ça a été monté par un entrepreneur qui voulait apporter un concept qui était différent que celui du Larousse. Et donc, je me dis, OK, bah, in fine, j'ai ma place quand même au sein Mmh. de cette maison d'édition. Et on réfléchit à un dictionnaire qui puisse parler au-delà des mots, des expressions, et qui puisse aussi en inventer. Parce que il y a les expressions dont on parle, tu vois, nous, en tant que jeunes, ou la façon dont on parle de sexualité, mais il y a aussi tous les concepts qui existent dans nos réalités et pour lesquels on n'a pas trouvé encore de mots, alors qu'on vit à peu près tout ça. Et donc, ce livre, c'est ça. C'est des expressions qui existent, ma capacité à expliquer pourquoi c'est problématique, pourquoi c'est dangereux, pourquoi est-ce que ça veut en fait dire ça, pourquoi est-ce que dans d'autres langues, ce concept n'existe pas, pourquoi certaines sont racistes, grossophobes, homophobes, transphobes, sodomitophobes. Enfin, tu vois, il y a une grande, grande famille de discrimination. Et comment est-ce que, du coup, dans ce grand registre qu'est la vulgarité, dans ce grand registre qu'est le langage familier, on peut trouver des expressions, des vannes, des insultes qui ne discriminent aucune communauté. J'aime beaucoup. Je te laisse poursuivre. On est presque arrivé, Cam. J'ai trop envie de rester avec toi. Aïe, J'espère aïe, que c'est aïe, pareil aïe, pour aïe, les aïe, aïe, auditeurs. aïe, 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 aïe. Un petit 3. Oh. Elle va se prendre un stop. Mais oui, Ah là la là. fille voulait partir. Et bah tu vois, on est dans la lignée de ce que tu racontais là. Racisme, c'est le nom de la carte. Quand tu démarres l'aventure Je m'en bats le clito en 2018, tu le fais de manière anonyme. Tu décides quelques années plus tard de sortir de l'ombre. Lors de cette annonce, tu dis recevoir 150 messages racistes pour te dire XXX, je passe les détails. Mm. Ton deuxième combat est né à ce moment-là. Enfin, du moins, il s'est précisé. C'est matérialisé même, j'ai envie de te dire. Je suis restée anonyme pendant 5 mois parce que j'avais peur de la retombée raciste. Parce que j'avais l'impression d'avoir créé une communauté et un espace où, que tu sois noire, pas noire, blanche, en fait, tu t'y retrouvais parce que le sujet, c'était l'intime. À un moment donné, je dévoile mon identité parce que j'ai l'impression de me trahir, que j'ai l'impression de trahir mon système de valeurs, que j'ai l'impression de me cacher. Alors que moi, je suis pas quelqu'un qui se cache. Et je me souviens très bien à la télé, Daphné Burki, je t'aime, etc. Machin, vous allez voir ma tête. Je prends 400 messages, dont 150 de personnes qui me disent je me sens trop mal parce que dans mon imaginaire, si j'avais dû te dessiner, pour moi, c'était impossible que tu sois noire. Ce à quoi j'ai répondu pourquoi. J'ai passé 2 nuits à échanger avec chacune de ces personnes et à leur demander pourquoi. Et en gros, les réponses, c'est tu t'appelles Camille, tu fais pas de faute d'orthographe, tu as tout compris au code du digital, tu arrives avec un concept hyper innovant et puis je sais pas, quand on est noir et féministe, on est forcément afroféministe. Donc ta couleur de peau, ça fait vraiment partie des premières choses que tu mets en avant. Et vraiment à ce moment-là, déjà c'est fou parce que quand tu es une personne racisée, moi ma première réaction ça a été d'être soulagée, de me dire en fait je me suis pas raconté des bêtises, il y a vraiment un truc qui s'appelle du racisme systémique et en fait c'est un vrai bail. Et puis après tu te dis bah j'en fais quoi? Est-ce que j'arrête tout?
et je m'achète ce que j'appelle le prix de la tranquillité, ou est-ce qu'en fait, je me dis juste que j'avais une ambition dans une certaine industrie, dans un certain domaine, et je peux tout simplement faire un transfert et l'amener dans une autre carrière où ça va être tout aussi compliqué, ça va être tout aussi challengeant et où ma couleur de peau va être bien évidemment un sujet. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et d'en faire un petit livre Et d'en faire un petit livre qui est un livre avec une promesse qui est de se lire en 40 minutes. et dire être Et raciste, c'est quoi? ouais, Et surtout redire, finalement déconstruire parce que bien tu as sûr. été victime d'énormément et de préjugés et de finalement de choses, qu'on aimerait être ou voir éradiquées, Bien mais sûr. qui sont toujours bien ancrées. C'était quoi le but de ce petit livret? Ce petit livret, c'était déjà de pouvoir apporter un élément de réponse à toutes ces personnes qui m'écrivent et souvent dans les discussions, c'est il n'y a pas de sujet sur le fait que le racisme existe. Et les gens d'ailleurs, ils disent non, non, mais évidemment que le racisme existe, mais moi, je ne suis pas raciste. Et donc, moi, mon point, c'était pas d'essayer de prouver que le racisme existe, mais d'essayer de comprendre est-ce que tu es cisra ou est-ce que tu pas Dis cisra. les termes. Dis les termes, en fait. On s'embrouille pas. Et au-delà de ça, c'était de pouvoir, à travers mon parcours, illustrer tous les moments où j'ai compris ou non que telle situation, c'était du racisme, que telle façon de me regarder, c'était à un moment donné une forme aussi de comportement raciste. Et de donner des vraies pistes, notamment vis-à-vis de la répartie, parce que moi, ça fait vraiment partie des outils que j'utilise à longueur de journée pour en face intimider, désarmer, clore une conversation aussi. Un exemple? Je rentre dans une très, très grande banque d'affaires pour, à ce moment-là, lever des fonds parce que j'avais un projet, je voulais ouvrir un énorme établissement et tout. Et j'ai rendez-vous avec un banquier qui m'accueille et qui me dit, «Ah bah, c'est super, vous êtes l'assistante de madame Aumont-Carnel, je suppose qu'elle arrive». L'assistante, elle est là devant vous et la Donc Camille là, bien aussi. évidemment, ton sang ne fait qu'un tour et Je là, tu te dis: «En fait, en temps normal, je te bute, donc on fait comment?» Et donc tu te dis et vraiment, il y a 2 solutions, c'est-à-dire que tu peux fondre en larmes, tu peux te vénère, mais tu peux utiliser un mélange entre la répartie et l'humiliation qui est un cocktail Molotov qui marche toujours. Et donc je lui dis: «Alors en fait, c'est moi, madame, Aumont-Carnel. Donc vous savez ce qu'on va faire? Je vais ressortir, je vais refaire le tour du pâté de maison, vous allez m'attendre là, je vais revenir et puis on va faire comme si j'avais rien entendu». c'est ce que tu as fait? Et watch me, évidemment que c'est ce que j'ai fait. Et en fait, tu complètement le rapport de force à ce moment-là et c'est banco. Mais des anecdotes comme ça, j'en ai tous les jours entre le mec qui m'arrête dans la rue et parce que j'avais une robe très très courte et qui me dit: «Bah alors, elle a oublié de mettre un pantalon?» Je ne sais pas sur qui il est Mais tombé. moi, je pète un câble dans ces cas, mais et en fait, c'est quotidiennement. C'est tout, tout le temps et au lieu de m'énerver, moi, j'ai décidé d'utiliser la répartie, voire à certains moments l'humiliation. Pourquoi? Parce que le sujet de l'éducation sexuelle, le sujet des stéréotypes de genre, le sujet du féminisme, de l'égalité, du sexisme, j'accepte la dimension éducative de mon propos et la dimension éducative de ma démarche. Mmh. Par contre, sur les sujets de racisme, par exemple, je refuse d'investir toute forme d'éducation. Et donc, je suis beaucoup moins patiente dans mes conversations et j'ai tendance soit à couper court, soit à tout simplement pas être violente, à accepter de renvoyer le niveau de violence qu'on m'envoie. Et c'est très, très différent. Et donc, souvent, quand les gens disent oui, mais voilà, mais tu vois, tu t'énerves. Alors, en fait, je suis pas en train de m'énerver, je suis en train de te renvoyer le niveau de violence que tu m'as fait vivre. Et ça, c'est très, très différent. Et c'est très puissant. Et c'est très puissant et ça te donne une forme de très vite, tu peux dire du coup, va pas sur les pentes de: «Ouais, mais du coup, Renoir, vénère, tout le temps en colère, tu vois, les féministes». Non, Mmh. c'est pas du tout ça. Je suis en train de t'expliquer que le niveau de violence que tu m'as fait vivre et que tu m'as envoyé, j'ai décidé de te le renvoyer et là, du coup, tu pas content. Tout ça, ça impacte la santé mentale aussi? Bien sûr, ça impacte ta santé mentale. Là, c'est vraiment un discours pas du tout de militante sur les réseaux sociaux qui doit gérer des messages, notoriété et tout, ça n'a rien à voir avec ça. Là, c'est vraiment, à quel point c'est dur au quotidien De gérer ça en de permanence? gérer ça, de se prendre des insultes, de se prendre parfois des menaces de mort, de se prendre, des personnes qui veulent tout simplement t'éliminer, tu vois? Et puis à un moment donné, aussi, tu avances dans ce truc et tu te dis: «Est-ce qu'en fait le sujet c'est vraiment moi?» Et tu te dis: «Bah, en fait, je crois pas. Je crois que moi je suis juste un énorme trigger et qu'en fait la projection elle est réelle». C'est-à-dire qu'en fait, je viens réveiller en toi des trucs qui sont pas gérés, Tes propres traumas, en tes fait. propres mais même tes propres insécurités et pourquoi pas, quoi. Et comment on fait? Parce qu'on n'est pas seul dans ça. On se fait Mmh. accompagner? Ouais et d'ailleurs, après ce premier événement et épisode raciste, quand j'ai dévoilé mon identité, il y a 6 ans, c'est vrai que une des premières choses que j'ai mis en place, c'est d'aller voir une psy. Maintenant, j'en ai 2. Conseil de Camille Aumont-Carnel, allons tous chez le psy, Ah ouais, s'il vous plaît. tous ensemble. Ah Elle ouais. en a 2, elle vous en prêtera un. Non et puis, je crois qu'il y a tout un tas de choses qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui aussi pour que ça soit, plus, accessible. C'est vrai que le sujet de la santé des jeunes, leur Mmh, santé mentale a été abondamment commenté et encore plus après le Covid. bien Mais sûr. tu verras, c'est peut-être la prochaine question. Oh Je te laisse waouh! poursuivre. 3. C'est à toi de choisir. Le moins que l'on ait pris. Ah, prends-en de la graine. Et bah tu vois, c'était la carte parfaite juste après ça. Ouais. Elle s'appelle témoignage. Des milliers de jeunes, parents, t'écrivent pour te témoigner de leur reconnaissance autour de ton travail. Quel est pour toi le témoignage qui t'a le plus touché et pourquoi? J'en ai 2 qui m'ont, achevé. Un qui est très unique, l'autre qui est assez récurrent. Le premier c'est, on est en 2019 donc je viens de
d'écrire mon premier livre et je lance des précommandes et j'ai une abonnée notamment qui précommande le bouquin et vraiment, quand je dis qu'elle m'écrit toutes les heures pour savoir quand est-ce qu'il arrive, c'est un vrai... Et je comprends pas, Elle me dit, non, mais j'ai vraiment besoin de le recevoir, c'est urgent, etc., etc. Et en fait, quelques jours après, elle l'a reçu et elle m'envoie une photo du bouquin avec un lit. Et je comprends que c'est un lit d'hôpital et une main. Et en fait, elle m'explique qu'elle est en train de perdre sa maman et qu'elle voulait absolument recevoir le livre parce qu'elle voulait absolument lui lire des passages parce qu'en fait, elles avaient l'habitude de regarder mon compte ensemble et que ça fait partie des comptes qui leur ont permis d'avoir des vraies discussions, de parler de féminisme, de parler de sexualité et qu'elle n'envisageait pas la fin de vie de sa mère sans partager aussi ces moments-là et que c'est pour ça qu'elle était aussi chiante et que sa mère est morte quelques jours après. Donc ça, c'est la Waouh. première... Ouais, je te dis là, je me contiens pour pas C'est pleurer. moi qui arrive pas à me Ouais, contenir. c'est ouf et Ouais. j'ai trouvé ça hyper beau, en fait, de se dire, T'as cette puissance-là aussi par tes ouais, en fait, récits, ça a tes marché, écrits. quoi. Ça a Ouais. marché et c'est pour ça, quand tu me poses des questions vis-à-vis de, qu'est-ce que je veux faire dans 50 ans? Qu'est-ce que j'ai envie de... Enfin, franchement, je peux mourir demain que j'ai l'impression d'avoir, Tu pars en paix. ouais, un truc hyper accompli, tu vois? Et la On sera deuxième... là pour danser sur ta tombe, Camille. Etchigidi, Oh, etchigidi, t'inquiète pas, etchigidi, ça va partir en kuduro. On va pas capter. s'il vous plaît, tu fais passer le mot, hein. Mon enterrement, vous faites la fête, hein. Mais bien Il sûr. y a pas de... On Ah, pleure, vous pleurez 5 minutes, mais après, vous faites la franchement, fête. si c'est l'heure du brief, moi aussi. Tu Franchement, je veux Ouais, des c'est l'heure sons. du brief. Non, mais si vous êtes en OK, train de chialer, OK. on est là pour, tu vois, on a le droit Ouais. d'être touché. Moi, je suis touché d'ailleurs par ton Oui. témoignage, mais la Bah, nous, joie, qui on est, en fait. c'est ça, on diffuse quoi là? OK. On s'embête à faire ça C'est pourquoi? du love. C'est du love. OK, c'est bien, en plus, on a ça en Macam, caméra. tu m'as parlé d'un deuxième témoignage. Ouais, le deuxième témoignage, ce sont toutes ces femmes qui me disent que après avoir lu, relu, acheté les bouquins, écouté les podcasts, elles me disent: «J'ai enfin eu mon premier orgasme». Je sais pas comment t'expliquer, elles me disent: «Non, mais j'ai acheté mon premier sextoy, j'osais pas et puis du coup, là, j'ai essayé. Merci de m'avoir fait comprendre que, merci d'avoir dit qu'il fallait qu'on regarde notre vulve, merci d'avoir dit que la masturbation, c'était pas sale, que ça pouvait soulager parfois les douleurs de règles». Enfin, toutes ces femmes qui me disent: «Meuf, merci parce que grâce à toi, j'ai eu mon premier orgasme». Eh, Camille.orgasme.com. c'est tout pour moi. Who's the queen? Ah mais Who's the queen? ah Si mais déjà tu provoques du plaisir à tu vois ce que distance, je veux dire? imagine quand les gens te voient en fait. C'est là, les gens tombent dans les pommes, en fait. Et tu sais, j'en parle pas souvent, mes proches, ma famille, au micro de Prends ta place, mais c'est ma petite cousine qui m'a dit: «Ah, Camille au Mont-Cardel», mais parce qu'elle a été aussi, comme beaucoup d'ados, touchée par ton compte, mais aussi par tout ce que tu as écrit. Donc, pour tous ces ados, toutes les familles qui te suivent et qui peut-être font tomber ce tabou de la sexualité des ados, à l'heure où en plus c'est un sujet bien trop politique, juste dire à nos enfants c'est quoi le consentement, c'est quoi la relation, les relations avec l'autre, dans ton intimité, bah, je pense que c'est un peu essentiel. Donc, pour ça, un énorme big up, ma sœur. Vraiment. Love sur toi. Dernière case, et je crois que là, on est quasiment arrivé. Je sais que t'as pas envie de finir, moi non plus, parce que je passe un très bon moment. Oh un petit 1. Prends soin de nous par... La banque postale. Et les hommes. As-tu eu un retour des hommes? Est-ce que tu as un impact de Je m'en bats le Sûr, clito? évidemment. Et c'est quoi leur retour? Parce que Alors, c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, c'est parfait pour dernière question. 12% d'hommes dans la communauté Je m'en bats le clito. Encore une fois, tu sais, j'ai un compte public, donc en fait, tu peux consulter sans avoir besoin de t'abonner. Par contre, dans mes DM, j'ai pas mal d'hommes qui m'écrivent, ils me posent tous la même question. T'as un tiers, c'est pour m'envoyer des dick pics. L'autre pourcentage, disons, c'est des personnes qui viennent chercher des conseils pour que ça se passe mieux sexuellement avec leur copine. Ces personnes-là me disent toujours: «Coucou Camille, je m'abonne pas parce que j'ai pas envie que les gens voient que je suis ton compte. Mais j'aurais voulu savoir comment faire jouir ma copine parce que j'ai l'impression qu'elle prend pas de plaisir». Et je leur dis à chaque fois: «Demande-lui ce qu'elle aime». Et tous, mais ça fait 6 ans, hein, me répondent: «Bah, je l'ai fait», et elle me dit: «Je sais pas». Et en fait, ça fait la boucle avec le pourquoi du comment j'ai créé ce compte Instagram. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvée sur un canapé avec mes potes qui parlaient de sexe et de comment faire jouir une femme, et ils racontaient n'importe quoi. Mon propos n'a jamais été de dire: les mecs, c'est vraiment des losses, les mecs, ils y comprennent rien au sexe, genre, faut tout leur apprendre. Mon sujet a été toujours de se dire collectivement, sociétalement, d'un point de vue de l'éducation, qu'est-ce qu'on a raté qui fait que d'un côté, on a des femmes qui ne s'autorisent pas à s'explorer et qui du coup ne se connaissent pas et qui du coup sont dans l'incapacité de communiquer ce qu'elles aiment quand un mec leur dit: mais du coup, comment je te fais jouer? Et de l'autre côté, qu'est-ce qui fait qu'on a tellement construit cette masculinité toxique, cette injonction à être un bonhomme, il faut absolument avoir une teub de 25 centimètres, sinon... Bref, qui fait qu'on a aussi une énorme pression de performance et il y a un truc qui se joue du côté des hommes en matière de sexualité. Bien évidemment, mon propos est très hétéronormé et je le sais. Mais donc, c'est comment est-ce qu'en fait on arrive à déceler tout ça, tu vois? Et Je m'en bats avec les dos, finalement, c'est ça. C'est aussi la part des hommes dans toute cette histoire et de la conversation. Et c'est cette safe place dont tu es l'autrice. Ma sœur, il te reste une dernière étape, c'est de lancer le dé et voir si tu arrives sur Prends ta place. Ah, 3. 1, 2, 3. Tu as pris ta place déjà. Tonnerre d'applaudissements. On a les confettis ici. Je n'entends rien, s'il vous plaît. Ça, Merci. tonnerre d'applaudissements. Merci. On a quelque chose dans le studio.
Alors, j'ai une dernière question et c'est pas moi qui vais te la poser, regarde. On va voir qui c'est. C'est le moment où je pleure? Ah, je reconnais cette voix. Merci Laurie. Je suis heureuse de prendre la parole pour te remercier au nom de toutes les femmes à qui tu as fait du grand bien dans toutes les luttes et les combats que tu as menés autour de l'indépendance féminine, du plaisir féminin. Aujourd'hui, je sais que tu es habitée par un combat intérieur qui est celui de l'amour. Et, Non, bébé. j'aimerais savoir si tu es comblée d'amour à tout point de vue. Oh, Elle te je demande si l'aime. tu... Merci Laurie. C'est mon sang. Elle te demande si tu es comblé et moi j'ai envie de te dire, est-ce que tu considères aujourd'hui avoir pris ta place? Mais évidemment que j'ai pris ma place. Et oui, je suis comblée. Franchement, vivre une petite histoire d'amour, ça me déplairait pas. Mais encore une fois, c'est une envie, c'est pas un besoin. C'est très important de différer ça. Et oui, je suis comblée. Et oui, j'ai l'impression d'avoir pris ma place. Et merci à toi de nous laisser de la place pour que potentiellement on explore nos places et les façons dont on a envie de prendre de la place. Donc absolument, j'ai pris ma place. Et moi je vais te faire un gros câlin de fin parce que je t'aime très très fort. Le love. Merci. Yeah. Abonnez-vous. À plus, Camille. Allez, À bientôt. bisous.